À la prochaine. Bonjour à tous et bienvenue, nouvel épisode d'eSported, toujours avec Diane et toujours avec Lucas. Bonjour à vous deux, déjà. Salut. Hello. Écoutez, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme d'habitude, 3 sujets. Et on va commencer, on va dire rapidement par le mien, parce que je pense que c'est, on va dire, le plus simple, j'imagine. Il y a eu, je pense que c'était la semaine dernière, non? Je crois le tweet de Lastit qui reprend une phrase de Bertrand Amar dans l'équipe, disant que il va falloir globalement qu'il y ait une façon, d'une façon ou d'une autre, que la retransmission de l'e-sport soit payant, ou qu'en tout cas il y ait des droits médias, plus ou moins dans l'idée, c'est ça qui veut chercher. Et du coup, ma question est la suivante. Est-ce que pour vous c'est la solution? Et est-ce que pour vous il y a un intérêt pour une plateforme particulière de venir chercher enfin, on va dire la LFL notamment, parce que c'est la seule ligue où il y aurait vraiment de l'intérêt à le faire. Est-ce que pour vous il y a des gens qui seraient intéressés? Est-ce qu'il y a des... Voilà, je veux votre avis là-dessus. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent s'intéresser à ça? Voilà. Vas-y, Diane. Je pense pour mes trucs, c'est de remettre un peu dans le contexte que dit Bertrand Amar. Je pense que Bertrand Amar, en disant ça, enfin, à mon avis, il est pas là à dire il y a des talks et tout qui sont en cours et à partir de l'année prochaine, LFL va passer sur Canal+ ou je ne sais quoi, genre. Oui, non, c'est juste son avis, c'est pas de dire. C'est ça, c'est complètement un avis, c'est lui qui balance un pavé dans la mare un peu, et voilà, je pense que c'est complètement sa position. Ah, la blague de fou. Ah, c'était même pas la volonté. Non, et du coup, je pense que, en fait, il y a une réalité économique qui le pousse à dire ça, qui est que organiser des tournois, ça coûte cher, et que se couper d'un revenu qui est aussi important dans le monde de l'entertainment et du sport en général, c'est un peu idiot. Après, il y a aussi une chose qui est quand même très importante dans l'e-sport, c'est que, pour le moment en tout cas, il y a une certaine culture de la gratuité pour les gens qui regardent, pour les viewers. Aujourd'hui, on commence à dire aux gens, pour que vous regardiez le SL Pro League, vous allez devoir payer un abonnement de 5 balles par mois. Bon, il y en aura une partie qui le feront, mais il y en aura une grosse partie qui ne le feront pas. Et surtout si on commence à avoir une dynamique proche de celle du sport traditionnel, où on a une chaîne qui filerait du CS, mais que les événements ESL, une chaîne qui ferait ça, une chaîne qui ferait ça, enfin, ce serait... trouverait les mêmes problèmes que dans le football, par exemple, ou ailleurs. Mais moi, du coup, ma position sur ça, c'est que ce qui avait fonctionné dans l'e-sport, et je suis très étonné que personne le réplique, c'est des abonnements premium quand on regarde les matchs. C'est-à-dire, typiquement sur LoL, on a vu ProView, qui marchait bien, c'est-à-dire qui arrivait quand même à avoir pas mal de gens qui le regardaient. Ça a été tué par le Covid, mais globalement, ça fonctionnait bien. Et sur Overwatch, il y avait eu l'excellent, je crois que c'était League Pass, ça s'appelait, qui permettait d'avoir accès au POV en direct, de pouvoir vraiment remater les matchs comme on voulait. Enfin, c'était vraiment, au lieu d'avoir le flux en direct, on pouvait customiser son flux un peu comme on voulait. Et ce qui pouvait donner l'impression d'être quelque chose qui allait uniquement intéresser les aficionados, en fait, avait intéressé vraiment pas mal de monde et générait beaucoup de revenus. Le League Pass d'Overwatch avait très bien marché. Il avait été aussi arrêté quand Blizzard avait fait son deal avec YouTube. Qui du coup avait tué tout le truc parce que le pass était fait pour fonctionner avec Twitch, mais il fonctionnait bien. Les gens étaient contents de ça, et je pense que clairement il y a des choses à explorer dans ce domaine-là, pour les droits télé. Alors en tout cas pour trouver une manière de monétiser auprès des viewers les droits télé. Et après d'ailleurs, ce que Bertrand Amar dit, typiquement les deals que Blizzard avait fait avec YouTube, c'est d'une certaine manière une négociation de droits de diffusion. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Je sais pas comment tu veux rebondir là-dessus, Lucas. Déjà, sur la question des abonnements premium, je crois que c'était le cas, non? En LCS, ils n'ont pas fait ça pour le... Pour cette année, je crois pas. Hein. Pour cette année, je crois pas. C'est le LCS, le Viewmax, là, où tu as l'add-on sur Twitch. Il me semble que Ouais, mais c'était gratuit. Enfin, l'add-on sur Twitch était Ouais, gratuit, en fait, celui qu'on avait pendant les Worlds aussi.
Ouais, je sais, mais pour les Worlds, je sais, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir vu un truc d'abonnement premium. Alors, je sais pas si c'est sur Twitter ou si c'est un leak. Normalement, c'est pas un leak. Je suis sûr que je l'ai vu sur Discord, mais. Enfin, sur Twitter, pardon. Mais en tout cas, je crois qu'ils en parlaient. Ça devait être. Bah, je pense que Crow l'a relayé, mais faudra aller scroller. Mais je suis à peu près sûr qu'il y avait un système d'abonnement premium qui a été pensé. Et peut-être pas encore mis en place du coup pour le Summer 2024, mais ouais, je suis à peu près convaincu qu'il y avait quelque chose de cette veine-là. Et après, sur le tweet de Bertrand Mars, je voulais juste aussi dire qu'il avait répondu Oui. enfin, au tweet de la STIT en précisant que c'était pas forcément aux gens de Oui, payer. oui. Enfin, Oui, c'était ma deuxième attends, question. Peut-être, que est-ce que c'était. est-ce qu'il y a des plateformes qui doivent payer à la place des personnes du coup, parce que pour garder le truc de gratuité dont disait parlait Diane, Ouais, est-ce que c'est peut-être ça qu'il faut aller chercher? Est-ce qu'il faut aller faire payer vu qu'il n'y a pas d'autres plateformes, les co-streamers à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a d'autres options peut-être? ouais, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, sur les broadcasts officiels, je trouve ça compliqué de faire payer, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se bagarre pour diffuser en vrai. Mais donc ce serait compliqué d'en plus de faire payer. Et en même temps, j'ai un peu l'impression que c'est plus le sport grandit, plus le produit sera intéressant. Enfin, plus le produit sera intéressant et plus ce sera un petit peu obligatoire de le mettre en concurrence sur un marché. Mais c'est vrai qu'ATM, en fait, je pense à Valo notamment. C'est ça que j'ai en tête, et le fait que notamment la vaisselle ait eu du mal à Mmh. avoir des diffuseurs et tout, je crois. Euh, enfin, garantir ses diffuseurs. Et, ouais, ce truc-là me fait dire que c'est pas forcément encore le bon moment pour monétiser ça auprès des diffuseurs, mais ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu une marche qui arrive, enfin, un truc qui arrivera plus tard, dans tous les cas. Parce que ouais, le produit, une fois qu'il aura grossi, que les générations vont tourner et tout, quand l'e-sport sera suffisamment mature, peut-être qu'il y aura forcément, enfin, ça deviendra un marché comme un autre, la diffusion Et de l'e-sport, quoi. je dirais qu'un autre souci, c'est qu'actuellement, j'ai un peu le sentiment que sur beaucoup de. En tout cas, sur LoL et peut-être Valorant aussi, on est plus dans une dynamique où le tournoi, donc Riot, a besoin des diffuseurs plus que l'inverse. C'est-à-dire aujourd'hui, Hmm. voilà, Kaedrel, Kameto, par exemple, ou Ibai, c'est des gens qui apportent énormément de stats au LEC, Mmh. entre autres. Et en fait, aujourd'hui, si tu leur dis, bon bah les gars, maintenant, il va falloir que vous payiez, bah ils vont te regarder, ils vont te dire, c'est grâce à nous que tu fais des stats, donc au bout d'un moment, te moque pas de nous, quoi. Et moi, c'est un peu le truc qui me fait dire que, bah, aujourd'hui, trouver les droits de diffusion, c'est compliqué. Comme tu le disais, les gens se bousculent pas pour les avoir. Parce que, bah, est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller chercher les droits de diffusion d'un cast officiel? Hmm, aujourd'hui, j'en doute. Et après, est-ce que vis-à-vis des streamers, des co-streamers, est-ce que tu peux aller leur dire, bon, bah, à partir de maintenant, faut payer? Bah, ouais, j'en doute aussi. Ça, je pense qu'au bout d'un moment, eux, si eux, ils sont en position de force. C'est eux qui sont en position de force. En tout cas, sur les jeux Riot Games, à mon avis, c'est comme ça. Sur CS, c'est différent. Bah, alors, sur CS, le jour où on va commencer à pouvoir négocier des droits de diffusion sur un écosystème où il y a 5 ou 6 organisateurs de tournois différents, on en est loin. Donc, on va pas Ouais. trop prendre ça en compte. Euh, Bah, tu vois, genre, je trouve que justement, les streamers, il y en a certains qui, à mon avis, accepteraient de payer pour diffuser leur équipe. Et il y a peut-être un filon pour Riot de ce côté-là. Parce que, genre, si tu dis à Kamel ou à Kaedren que, genre, ils peuvent pas diffuser leur équipe et qu'ils doivent payer pour le faire, est-ce que vraiment ils vont dire non, Bah, le problème, c'est qu'ils ont Osef, déjà payé pour avoir le slot, quoi. C'est je peut-être paye pas? ça, je suis pas sûr que Riot, pour Kameto, ouais, il y a un peu soit ça. d'avis Genre, d'aller taper ouais. sur Kameto en disant: «Tu as payé ton slot, bah, du coup, tu as payé pour Mm. retransmettre ton équipe et utiliser tes sponsors», Surtout Oui, que. oui, mais je veux dire, si tu mets une règle si tu vends les droits, enfin, si tu vends les droits de diffusion, ça s'applique Mmh. pareil à tout le Mm. monde, I guess. Donc, que Kamel achète le slot ou que Kaedrel ait pas racheté le slot en LLC, ou. Enfin, au final, enfin, après, ils peuvent faire une règle différente pour LEC LFL, mais. Enfin, LEC ERL, mais pour moi, ça rentre pas forcément en compte. Et du coup, franchement, je me demande s'il n'y a pas un truc à creuser du côté de Riot de ce Mmh. point Bah, de vue-là, quoi. Parce que je pense que justement, tu vois, un Skyheart qui diffuse les Worlds, un gars passionné comme lui, est-ce que il serait pas prêt à payer ouais, pour mais il avoir le paierait cast, tu combien vois? sur Skyheart? Enfin, c'est-à-dire que c'est Ouais, bah oui, risible. bien sûr. Après, C'est-à-dire c'est les dérisoire. droits pour que Ce ce serait soit dérisoire. quelque chose d'à peu près intéressant, il faut que tu les fasses payer par des grosses entités. Et en soi, en Oui, fait, oui. la raison pour laquelle Kameto, Kaedrel et Iba et CoStream, c'est que Riot Games le veut, mais c'est aussi dans un programme de CoStream vis-à-vis des structures.
Donc ou alors ça voudrait dire si vous voulez co-streamer le LEC en tant que structure, vous devez payer plus quoi. Mais alors ça, pareil, est-ce que Riot Games irait dire à Fnatic, G2 et tout, qui déjà, Riot Games est déjà bien content qu'ils restent dans le LEC, est-ce qu'ils iraient leur dire, allez maintenant vous devez payer pour avoir du De co-stream? toute façon, en vrai, c'est un peu, ce sera un Ouais. peu bizarre parce qu'en fait, l'idée de faire payer les droits de diffusion, c'est aussi de pérenniser un petit peu l'écosystème et les équipes en elles-mêmes parce qu'il y aura forcément une partie de ces droits qui reviendront dans les équipes, donc faire payer les co-streamers des équipes liées aux structures pour reverser derrière dans les structures, ça serait un petit peu bizarre, effectivement. Mais Ça fait après, pas un effet. en fait, si, c'est peut-être que ce système dont tu parles, Lucas, ça arrivera quand ça sera, je sais pas si le LEC va sur YouTube et que du coup Twitch n'a plus les droits et que Kameto a besoin de co-streamer sur Twitch, bah, peut-être qu'il payera, tu vois, pour avoir juste un match sur Twitch. Peut-être que ça se finira comme ça, tu vois. Si la ligue passe entièrement sur... Souvent, à part YouTube, en tout cas, il n'y a pas de concurrent à l'heure actuelle qui, je pense, satisferait les personnes qui regardent la compétition. Ouais, mais c'est ce que disait Diane. Mm. Enfin, ce que disait Diane, c'est qu'effectivement, sur les montants, on serait sur quelque chose de très anecdotique, en fait. Si tu payes, enfin, par rapport à Ouais, non, mais c'est sûr, l'écosystème, mais hein, c'est je veux juste dire. que... Je Dans tous les suppose cas, que- c'est juste que, en gros, je pense qu'ils auraient... Voilà, faudrait que comment ça s'appelle, que le C, ça soit en mode si tu deals avec YouTube, ben en gros, ton deal, tu dis que les gens qui ont un club, ils peuvent co-streamer les matchs de leur club dessus, tu vois. Mais le problème, c'est que je pense que tu Ouais, perds quand même si tu demandes d'enlever les matchs de Koi avec Eba et les matchs de Cassé avec Kameto. Ça commence à faire des matchs avec Kedr, avec Fnatic peut-être. Ça commence à faire quelques matchs en moins que où tu perds beaucoup de visibilité, tu vois. Tu commences à ouais, faire ouais, c'est clair. peut-être 3 ou 4 matchs dans la même journée, tu dis bon en fait pourquoi j'ai payé finalement. Mais en tout cas voilà. Moi, je paye déjà, après, hein, personnellement. On en revient au truc. Je paye pour avoir Mm. la manip OTP, pour le travail, mais moi, je serais prêt à payer, tu vois. Genre, ce que tu poses la question tout à l'heure, Diane. Je pense que de toute façon, tous les gens qui bossent dedans seraient prêts à payer, mais je crois que j'avais vu un sondage aussi sur Twitter passer là-dessus. Après ça Mais est-ce que si tu fais du pay-per-view comme les sports de combat, est-ce que ça fonctionne? Je pense pas non plus, tu vois. En fait, t'es obligé d'avoir un abonnement, je pense, tu vois. Mais les gens oui, mais accepteront pas est-ce d'avoir que que le LEC par exemple, tu vois. oui, mais est-ce que ta perte de viewership et du coup ton poids auprès des marques et tout est compensé Par l'arrivée. Ouais. par le nombre d'abonnés que tu récupères? C'est Bah, un calcul en fait. Parce que si au final tu t'en fous de perdre un certain nombre d'audience, bah tant pis. Enfin, faut juste. Enfin, le truc, c'est mais oui, c'est que on a quand évidemment. même une expérience qui, je trouve, indique à quel point c'est risqué pour ça. C'est l'Overwatch League, qui a pas été rendu payant. Le seul truc que l'Overwatch League a fait, c'est vous devez aller sur YouTube. Et que ça a coupé dans les. Ouais. Alors, ça a quand même gardé des stats honorables pour un truc unique pour sur YouTube, mais ça a coupé dans son élan, mais un truc qui a un produit qui était vraiment en train de grossir et ça l'a fait rester dans un stade de tiers 2, tiers 3, quoi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont commencé à arrêter de regarder l'Overwatch League à partir de 2019, quand ça a switché sur YouTube. Mm. Et donc, quand bien même on avait un truc qui restait gratuit, juste le changement d'habitude a complètement tué le truc. Et je pense que Ouais. YouTube brassait tellement que Blizzard ça allait, parce qu'en gros ça leur couvrait tout leur running cost, donc ils s'en foutaient. Dans leur tête, ils disaient oh, c'est pas grave qu'on ait moins de viewers, YouTube nous couvre tout. Mais c'est pas très viable, hein. C'est-à-dire que derrière, vis-à-vis de l'attractivité de la ligue, bah, ils ont bien dû tuer la ligue quelques années après. Et je pense que dire que l'Overwatch League était de toute façon doomed dès son existence, c'est faux. Quand on voit les succès de la première saison et comment est-ce que les sports d'Overwatch globalement encore aujourd'hui fonctionnent plutôt bien, c'est la ligue avait son intérêt et construisait vraiment quelque chose quoi. Sauf que le deal avec YouTube a vraiment tué le truc. Après, Et donc là, c'est ce que je me dis par rapport au droit, c'est que c'est un changement d'habitude qui en plus inclut un paiement. Et je pense que beaucoup de gens le feront pas. C'est quelqu'un qui veut que regarder les matchs de la Carmine et tu vas lui dire à partir de maintenant, il faut que tu payes 5 balles par mois pour regarder juste un match par semaine, ou 3 matchs par semaine, parce que tu regardes que les matchs de la Carmine. Et il faut que tu aies de la chance parce que s'ils se font éliminer au bout de 3 semaines, tu dois attendre 3 mois. Il y a Il ça va aussi. grincer des dents. Il va grincer des dents. Et la même chose pour des gens qui regardent que Koi, la même chose pour des gens qui regardent que Fnatic, etc. Ou des gens qui regardent qu'une seule ligue.
Parce que pareil, est-ce qu'aujourd'hui tu veux payer, sachant que t'as que le temps de regarder le LEC, ou est-ce que tu te dis, bon bah, je vous le LEC, ça me suffit pas, je regarderai juste les highlights et je suivrai peut-être les playoffs, allez, je me prendrai peut-être juste 5 balles pour les playoffs et puis basta, genre. Pour les season finals et puis c'est tout, genre. En fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que enfin, t'as raison. En fait, pour essayer de convaincre les gens, il faudrait qu'il y ait une carotte quoi, derrière et que ce Mm. soit pas que la possibilité de regarder, enfin, l'autorisation de regarder, quoi. Genre, il faudrait qu'il y ait plus. Et on revient à ce que tu disais tout à l'heure sur les contenus premium et tout. Mais oui, effectivement, si tu mets rien en place pour attirer Ouais, les non, spectateurs, ça va être nul. Ouais. ça ouais. Par contre, là, on est déjà sur Ouais, YouTube pour le coup, en termes de. Il y a rien de rupture, parce que les gens sont bien plus habitués ouais, à YouTube Twitch. c'est trop bien. Je pense que Ouais, tout le là, monde là, voudrait passer déjà. sur YouTube parce que le lecteur est 4 fois mieux. Et... Mais Twitch, Ouais, mais c'est là où on voit la clairement. puissance de l'habitude. C'est que les gens sont tellement habitués à aller sur Twitch que si tu leur dis va sur YouTube pour regarder un contenu en direct, ils sont pas. Là, il y a de plus en plus de gens qui regardent sur YouTube, mais c'est lent quoi. Ouais, ouais. Ah, après, ils sont arrivés après, mais après, tous les broadcasts sont pas sur YouTube Non. aussi, genre. Enfin, et l'officiel, est sur YouTube, mais par exemple, OTP, il est pas, tu vois. Enfin, bref. Bah écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour. Je sais pas qui c'est qui veut enchaîner. Vous passez On quoi? peut rester sur des sujets un peu macro Vas-y, vas-y. vis-à-vis de l'e-sport, donc du coup aller sur le bien. Moi, le sujet que je voulais apporter, c'était la question de aujourd'hui les choix de destination pour les LAN des organisateurs de tournois. Où je trouve que pendant un temps, on avait une logique un peu. Le but c'était de d'aller un peu partout, de représenter, d'aller. Le but c'était d'aller le plus possible là où la scène était représentée. Et que là, depuis quelques années, notamment depuis le Covid et avec l'arrivée d'acteurs comme l'Arabie Saoudite, on a de plus en plus de destinations qui sont là pour l'argent qu'elles procurent aux organisateurs de tournois, pour les garanties financières qu'elles procurent. Et donc, moi, je me pose la question de si on n'allait pas finir comme. Un peu comme aujourd'hui, par exemple, on peut retrouver dans. Alors, on peut dire des Coupes du Monde de foot ou ou du sport automobile, où on a beaucoup de destinations qui sont là uniquement pour les garanties financières qu'elles apportent, et également quelques destinations historiques, entre guillemets. C'est-à-dire, pour l'exemple du sport automobile, Grand Prix de Monaco, par exemple, qui risque de jamais bouger du calendrier, quand bien même il n'apporterait pas autant de garanties financières que l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Mm. Et donc là, sur l'e-sport, on aurait donc les destinations de Cologne et Katowice, dont on voit mal ESL se débarrasser, tellement elles sont importantes. Mm. Mais à côté, ESL, voilà, tout le reste des tournois, c'est Malte, Arabie Saoudite, globalement, quoi. Enfin, ils ont rien fait en Arabie Saoudite, mais le ESL Faceit et du coup le WC, ça va en Arabie Saoudite. Et on a Blast qui à la fois reste beaucoup au Danemark, et par exemple aller à Lisbonne aussi, ou aller à Londres, mais également y aller à Singapour et aller va à Abu Dhabi pour les finales, quoi, et aller à Abu Dhabi pour les finales avant. Donc c'était un peu la question que je voulais vous poser. Bah écoute, déjà il y a un truc je vais dire qui me choque, c'est un grand mot, mais je sais pas, si c'est trop Riot qui a lancé cette mode-là, mais je sais pas, moi juste personnellement en tant que spectateur et personne qui suit ça, très fan des compétitions qui commencent à un endroit et finissent à un autre, d'enchaîner plusieurs endroits à la fois. Autant sur les Worlds of LoL cette année, ça reste globalement très proche. Autant j'ai l'exemple de PUBG Mobile où j'ai fait une interview avec un Français il y a 3 semaines. Et du coup, de son côté, il a fait les phases de qualification du coup en Malaisie pour faire les finales à Londres. Voilà. Il y a un mois de différence quasiment entre les deux choses en plus. Et du coup, à part les raisons financières, je vois pas beaucoup d'intérêt parce que j'imagine que si tu vas en Malaisie, c'est que, notamment pour PUBG Mobile, c'est que tu t'attends à avoir des spectateurs. Autant quand tu vas à Londres pour PUBG Mobile, je pense que tu t'attends à avoir un chèque. Globalement, il n'y a pas trop de. Je Oui. pense pas que tu t'attends à avoir grand monde dans la salle, ou en tout cas beaucoup moins qu'en Asie du Sud. Donc ouais, en vrai, sinon, en fait, je pense qu'il y a beaucoup, il y a plusieurs options. C'est que je pense que ça devient de plus en plus cher de faire les événements, parce que le truc, c'est que ce soit Blast ou ESL, je pense qu'ils font ils font de plus en plus de compétitions, de plus en plus de choses.
et que je pense qu'ils ont des deals avec des villes ou des pays pour avoir des aides ou des taxes ou des choses comme ça. Et du coup, je pense que c'est juste qu'ils font l'option la plus simple en fait. Ils ont leur lieu où ils ont leurs habitudes, et ils font leur petit tour chaque année, et c'est plus simple pour tout le monde, c'est moins cher, et tu peux continuer à faire autant de compétitions. Je pense que honnêtement, à part une logique monétaire, je pense pas qu'il y ait de calcul beaucoup plus important. Que- Bah, en vrai, pour abonder sur ce que tu viens de dire, l'exemple de l'FL Day le montre très bien, hein, pour le coup. Il y a eu une vague de contestation sur le fait, au LFL Day de cette année à Nice, de la part des ultras des différentes équipes, notamment sur le fait que c'était toujours globalement dans le sud, souvent à Nice. Et en fait, il y a aussi beaucoup d'événements à Montpellier, mais c'est parce qu'en fait, la région, globalement, est sans doute la région la plus investie dans l'e-sport et la seule qui permet d'attirer Et de toute façon, il y a l'Evo cette année, événements, en en fait. plus, voilà. Et Il y a l'Evo qui arrive de cette quoi? année, du coup, là-bas. Ouais, Evonis, ouais. Oui, en plus, oui, il y a des mots en plus. Mais enfin, voilà, c'est aussi, c'est ça la réalité. C'était l'une des réponses de Bertrand Hamar d'ailleurs à ce sujet. Que si les événements reviennent toujours au même endroit, c'est aussi parce que ça coûte cher et que il faut un accompagnement des villes à hauteur du rayonnement que ça entraîne. Et, euh, et que Nice, notamment, se positionne régulièrement pour ça, parce que la ville a vu les retombées que ça a eu sur la première année des LFL Days, et du coup a compris qu'il y avait un vrai intérêt pour elle en termes d'attractivité. Et donc voilà. Et puis pour ouvrir le truc plus globalement, euh, et puis pour nuancer un petit peu, les, on a eu cette année, enfin cette semaine le leak du prochain major de CS qui sera en Hongrie, c'est jamais arrivé. Sera à Budapest. Enfin, pas le prochain, pardon, le deuxième major 2025. Parce Premier, que c'est Austin. il y a chez Shanghai, C'est ensuite Austin. ouais, c'est Austin en 2025. En 2025, mais le deuxième sera en Hongrie. Donc il y a encore des. Oui, ça. Le deuxième sera en Hongrie. Donc il y a encore des nouvelles destinations qui peuvent tenter d'attirer. Donc je suis pas aussi pessimiste. Effectivement, on a l'impression que l'Arabie Saoudite phagocyte un peu tout en ce moment et tout se passe là-bas. Mais je crois qu'il y a encore une volonté de tourner. Je crois que enfin, cette volonté que tu disais tout à l'heure, Diane, ouais, de donner un petit peu à manger à tout le monde. Je crois que notamment Riot le montre assez. Il y a encore pas mal de diversité dans les destinations. Sur Valo, attends, j'ai vu hier, ce sera à Bangkok Toronto. et Paris. Ouais, donc voilà, ça tourne pas mal. Donc je suis pas si pessimiste encore sur la question de destination. Et j'espère que ce sera pas que régulé par Ouais. l'argent à En fait, l'avenir c'est et même pas qu'on forcément verra. régulé par l'argent, c'est aussi de se dire juste que il y a un moment où l'e-sport qui faisait ça dans les salles qui voulaient bien d'eux, et là il faut que ça soit dans des villes qui soient intéressées aussi en fait, parce que du coup les compétitions comme ça apportent aussi quelque chose à la ville, et c'est plus juste Ouais, on va dire Blast qui vient, qui paye sa salle et qui repart quoi. Il faut qu'il y ait une vraie discussion, une vraie entente sur comment ça fonctionne, et c'est juste en fait c'est que je pense que en dehors de juste parler d'argent comme je dis, il y a peut-être aussi juste le truc de dire bah, en fait, il faut qu'il y ait une vraie discussion avec les villes, et peut-être que tout le monde n'est pas ou les pays, et tout le monde n'est pas ouvert à faire ça, tu vois? Bah, c'est ouais, ce qui mais était moi dit je trouve sur que c'est. Paris, notamment. Vas-y, Diane. C'est dans l'article, l'équipe avait sorti un article de pourquoi est-ce que Paris attirait autant et qu'il y avait autant d'événements. Et en fait, bah, l'explication, c'était que Paris commençait à avoir une certaine expertise sur le domaine. Alors, au-delà de la ville Paris elle-même, euh, la municipalité, si on peut dire, avait une certaine expertise sur le sujet qui permettait aux acteurs de facilement s'y retrouver, quoi. Plus Mmh. des salles attirantes. Mais justement, pour rebondir sur le lieu en Hongrie, c'est bien de vouloir tourner. Enfin, moi, quand j'avais dit que les éditeurs voulaient tourner pour organiser leur tournoi, ou les organisateurs de tournoi, c'était surtout tourner là où la scène existe. La scène hongroise de CS, elle est quasiment inexistante. Enfin, il y a quelques exemples, mais globalement, il n'y a personne, hein. Oui. Genre, il n'y a pas, ni en termes de viewers, ni en termes d'équipe. Il n'y a pas de Déjà joueurs à hongrois qui l'époque, ont vraiment marqué l'histoire. quand ils allaient en Pour Roumanie, en se déjà à dire, l'époque, il y avait la même chose. ouais, la Roumanie qui avait été prise parce que l'organisateur de son APGL était roumain, quoi. Donc Oui. c'était pas posé plus de questions que ça. Ils s'étaient arrangés avec DreamHack, qui à l'époque DreamHack eux étaient dans une logique de on bouge à droite à gauche. Euh, mais
Mais est-ce que les DreamHack, c'était ça le but? Avant, on avait une DreamHack Tour, DreamHack Valence, ces trucs-là qui aujourd'hui n'existent plus trop. Enfin, Valence, je crois que ça existe encore, cela dit. Il y a que Tour, je crois, Mais qui a sauté. ouais, Tour a sauté. Mais même, il y avait plein de projets de DreamHack à droite à gauche qui ont été un peu tués par le Covid, de ce que je sais. Et en fait, là, sur CS, ok, ça commence un peu à tourner. Mais je pense que la raison pour laquelle ils organisent ça à Budapest, c'est probablement que ça coûte rien pour le faire. Enfin, je pense que ça doit être ça, sinon je vois pas pourquoi ils iraient à Budapest. C'est-à-dire, quitte à aller dans ce coin-là, autant aller en République tchèque où il y a une scène vraiment intéressante, en Slovaquie où il y a une scène un peu plus grosse qu'en Hongrie, Slovénie où pareil il y a quelques joueurs, ou Serbie même si tu descends un peu plus bas, Serbie et tout où il y a un vrai engouement autour du jeu. Mais là, c'est vrai que la Hongrie, bon, moi je sais pas trop par quoi c'est décidé, autre que par un facteur financier. Mais justement, sur les majors CS, on voyait que ça bougeait quand même beaucoup. Et encore une fois, le but c'était qu'en 2020, 2020 devait avoir un major au Brésil. Finalement, ça arrivait qu'en 2022 à cause de la pandémie, mais il y avait un vrai objectif qui était de bouger dans les destinations. C'est-à-dire qu'on avait fait 2018, il y avait eu un passage en Amérique du Nord. On voulait aller au Brésil en 2020. Là, on va en Chine, mais c'était déjà prévu dans les cartons depuis un certain temps que un major devait se dérouler en Chine. Même si du coup, ça a pris beaucoup de temps. Donc, je dirais qu'il y a encore un peu ces deux logiques qui coexistent, où à la fois on veut aller un peu partout pour satisfaire des audimas différents, des scènes différentes qui font partie de l'e-sport, et en même temps, des destinations qui sont là parce qu'elles sont prêtes à payer le prix fort, quoi. Donc, je pense que les deux coexistent actuellement. Et je me demande du coup si si on va réussir un peu continuer à les faire coexister un peu comme on a dans le calendrier de Formule 1 par exemple, ou est-ce que finalement ça va finir par être à quelques très rares exceptions de typiquement Katowice et Cologne, et on peut considérer presque même Paris maintenant comme une destination classique, on va uniquement se retrouver sur des destinations qui sont là parce qu'elles peuvent payer le chèque, quoi. J'ai une autre. Ouais, j'ai du mal à voir. Vas-y, commence. Je disais, j'ai une petite option où j'ai eu un flash en pensant à qui dirigeait la Hongrie alors actuellement et en tapant Hongrie et sport washing et en tombant sur quelques articles qui parlent un peu de ça. Du coup, je me demande si la Hongrie cherche pas à se refaire une image parce que c'est Counter-Strike, c'est pas non plus la chose parfaite pour ça. Mais il semble que la personne qui dirige le pays, Viktor Orban, là-bas, soit globalement en phase avec le concept d'e-sport washing. Voilà. Oui, de toute façon, c'est du Oui. soft power, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc oui. Mais après, le fait que la Hongrie puisse attirer un major te montre quand même que tu peux, sans aligner trop d'argent, du coup, récupérer des gros événements, tu vois. Enfin, il n'y a pas besoin d'être l'Arabie Saoudite pour le faire. Et je pense, pour revenir à l'exemple de la LFL, que Nice n'est pas la ville qui doit pouvoir provide de plus de subventions aux LFL Days, et qu'il y a d'autres villes qui pourraient débloquer le budget. Donc, c'est aussi une volonté, c'est aussi une question de volonté, et pas qu'une question du plus riche qui gagne, quoi, c'est ça que je veux dire. Si tu veux rajouter quelque chose, Diane. Non, pas spécialement. Ok. Écoute, Lucas, du coup, je te laisse te lancer. Ouais. Le troisième sujet du jour, c'est pas mal, c'est la scène féminine. En gros, il y a eu pas mal d'actu récemment, que ce soit sur Valo ou sur LoL. Sur Valo, on a la première joueuse qui va rejoindre un roster mixte en VCT IMIA, donc Florissant, chez Apex. Sur LoL, on a du mouvement, il y a l'off-season qui a commencé. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles, mais il y a eu pas mal de mauvaises nouvelles avec le disband de plusieurs équipes. Mad Lions, NNO, BDS plus récemment, qu'on a leaké avec Chip. Et hier, Solari qui a confirmé, après un peu d'incertitude en vrai, qu'ils allaient être try-out pour leur académie. Donc la question est très ouverte, et je la pose à Diane, parce que je sens que tu es impliqué, on l'a jamais dit ici, mais tu joues aussi. Tu as notamment joué à la Coupe des Étoiles cette année. Et moi, j'aimerais beaucoup avoir ton avis sur comment tu vois un petit peu l'évolution très récente, très contemporaine là, de la scène, féminine. Alors, évidemment, plus sur LoL. Mais si tu as aussi LDB sur Valo, je suis aussi curieux. Actuellement, la scène sur LoL, le diagnostic, je pense, c'est assez simple. C'est que
tout le monde est un peu aux couilles de Riot Games sur est-ce qu'ils vont faire des GC ou pas. À la fois sur des organisations qui voudraient s'investir si ça arrivait et des organisations actuelles qui voudraient rester ou pas sur le long terme s'il y a des game changers ou pas. C'est-à-dire que même, il y a des organisations LEC qui veulent venir dans la scène. Là, je vais un peu engager mes infos, mais typiquement Giantix et Fnatic, ils veulent venir dans la scène, mais il faut qu'il y ait un vrai truc, quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent pas venir dans la scène dans l'état actuel où il y a assez peu de tournois. C'est-à-dire qu'en fait, cette année, il y en avait trois tournois, le Storm Takeover, l'Equal Sport Cup et la Coupe des Étoiles. 2 de ces 3 tournois-là nécessitent d'avoir au moins 2 joueuses françaises. Donc bon, ça fait qu'on a une scène qui est très centrée sur la France. Et on a le tournoi principal, l'Equal Sport Cup, qui lui est ouvert à... Il n'y en avait pas de question de nationalité, mais c'est tout, quoi. Et donc sur LoL, la scène, elle est un peu en... Elle est en déclin. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Elle est en clair déclin. Alors le départ de BDS de la scène, je suis pas forcément sûr qu'il soit lié à la mauvaise santé de la scène en lui-même. C'est plus BDS qui resize. NNO, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que NNO, ils vont beaucoup downsize l'année prochaine et donc le roster féminin part un peu avec. Mais typiquement Mad Lions, c'est complètement causé par ça. Mad Lions, ils auraient voulu rester. Et surtout, le fait qu'il n'y ait pas de nouvelles organisations, ou pas tant que ça, c'est causé par ça. C'est causé par le fait que la scène n'est pas attractive du tout. Et qu'en fait, les structures qui y sont, pour le moment, veulent y rester. Mais par exemple, SK Gaming, ils sont pas sûrs de vouloir reproduire quelque chose là, dans 2 ans, si ça continue comme ça. Parmi d'autres, mais c'est chez SK que je l'ai entendu. Alors je pense que pour G2, Geo et Vita, ça devrait pas trop bouger. Et pour Solari, c'est probablement la communauté qui a plus poussé que la scène. Alors, Stacker a parlé hier dans Ouais. l'émission Actions en disant qu'ils se sont fait payer leurs joueuses par probablement notamment G2, de ce qu'il a dit. Ouais, enfin, Rim est chez il y a Rim qui G2 rejoint. et Yushia est chez Vitality pour le moment. Sachant que Shirayuki, on sait pas où elle va. Mais je sais que Shirayuki a pas eu de tryout dans la scène. Et probablement que Solari garderont au moins Aosit et probablement Yukiko avec. Qui sont 2 joueuses qui sont très liées à la marque maintenant. Mais... Ouais, qui était déjà là. Qu'est-ce qu'il y a, Lucas ? Déjà là l'année dernière. Ouais, ça fait 2 ans. qu'elles Et puis en sont- plus, surtout pour Aosit qui stream beaucoup avec la structure et qui est très identifiée par la commu et qui surtout est française. Donc c'est ce qui, je pense, pour le coup, est un atout non négligeable pour Solari. Mais ouais, donc la scène sur LoL, elle est un petit peu... elle est en déclin. Et clairement, l'annonce des Game Changers pourrait tout changer. Et ça fait un certain temps que la rumeur circule. Comme quoi Riot Games confirmerait ou non vers la mi-décembre s'il y a des Game Changers. Alors le fait est que c'est assez difficile de savoir d'où l'info vient, parce que quand on demande aux rédacteurs eux-mêmes, la plupart du temps ils disent bah non, c'est pas dans les plans. Mais pour le moment, l'info sort pas de nulle part. L'info vient surtout des tryouts G2 pour le coup, enfin de G2 qui dans sa direction mercato a décidé contre toute attente de pas aller chercher des françaises. C'est-à-dire que ils voulaient des françaises à la base, mais quand ils se sont fait couper leurs premières options en top lane et que Sha est parti chez Vitality, Sha est parti d'ailleurs, il n'a pas été bench, il est parti chez Vitality. Ils se sont dit bon, on va arrêter de vouloir prendre 2 françaises et on va y aller comme on veut, quoi. Donc ça, c'est plutôt le genre de mouvement qui indiquerait que G2 sont plutôt confiants qu'il va y avoir des game changers, parce que sinon ça veut dire qu'ils font un tournoi dans l'année avec leur équipe féminine, quoi. Plus les tournois nationaux, mais finalement c'est pas trop ça qui intéresse. C'est-à-dire que là, en plus je sais pas quel tournoi national ils pourraient faire. C'est-à-dire s'ils ont Rim et China, ils pourraient faire les tournois espagnols, mais bon. Est-ce que ça a vraiment un intérêt pour eux ? Ça, c'est à eux d'en juger. Mais du coup, par rapport à Valorant, le contraste, il est énorme. C'est-à-dire que Valorant, on a une scène game changer qui existe et qui marche. C'est-à-dire, on voit à la fois que ça fait des viewers, que ça permet de produire des joueuses excellentes. C'est-à-dire que là, on a le cas de Fluorescent qui rejoint chez Apex, mais en soi, on a pas mal de... Enfin, on a beaucoup de très bonnes joueuses. C'est-à-dire, on peut prendre Mel, les 3 milliards de Mel qu'il y a sur la scène. Déjà, on peut prendre... Enfin, il y a beaucoup de cas de bonnes joueuses sur la scène. Alors, une seule, pour le moment, a eu sa chance sur le premier stage. C'est Fluorescent. Mais on peut s'attendre à ce que d'autres puissent suivre également. Ce qu'il faut rappeler aussi que, par principe, toutes les ligues sont mixtes. Et qu'en soi, il n'y a aucun...
Le seul truc qui empêche les femmes d'avoir accès aux gros tournois, aux grandes ligues, c'est principalement le sexisme, quoi. Mais surtout quand tu vois que. non, Pardon, en vas-y, fait, finis. là où je vais finir en dernier, c'est de dire que pour le moment, LoL, du coup, pour reconclure sur ça, est dans une phase où il y a la scène et se détériore et de fait, ce qui viendrait sauver le truc, ce serait des game changers, qui dont on ne sait pas exactement s'ils vont arriver ou pas, quoi. Ouais. Je voulais juste dire, quand tu vois que ce que doit faire la première joueuse pour intégrer un VCT, un roster VCT EMEA mixte, c'est une dinguerie. Enfin, Fluorescent, elle est double championne des championnes. Enfin, Et je sais. Des game changers. Ah, super. Les championships. Enfin, oui, c'est ça, c'est le championship, le nom des Worlds. En étant double MVP de la compétition, double MVP de la finale. Enfin, il y a du chemin avant de réussir à intégrer un roster Il y VCT. Enfin, c'est une a dinguerie. On un en exemple encore qui est plus vieux, mais qui a globalement aucun intérêt là-dessus. Mais c'est Rebels, Press F, qui ça doit être en 2022, je pense. Ils avaient déjà une équipe GC quand les GC se sont lancés, et ils ont pris une de leurs joueuses dont j'ai absolument pas le nom, et qui avait fait la fin de saison en Ligue espagnole, tout Mm. court. Mais parce que Mhm. Rebels s'était déjà assuré de pas jouer les playoffs voilà, était globalement avait pas d'espoir particulier et elle a joué, quoi. Mais c'est le seul exemple que j'avais avant ça. Ouais, bah après, il y a l'un des cas Ok. connus sur LoL, c'était Remilia qui était chez Renegades en 2016, Oui, paix à son âme également, désolé. qui était venue. Alors après, l'équipe Renegades était un champ de ruines et elle n'avait pas forcément sauvé la situation, mais c'était un des cas un peu connu. Après, faut chercher vis-à-vis des scènes féminines. En fait, c'est quelque chose qu'on a sur LoL, qu'on a sur Overwatch, et sur Overwatch, ça fonctionne très bien aussi. Il y a la scène s'appelle les Calling All Heroes qui, bon, déjà en termes de viewership, fonctionne bien. C'est-à-dire que la blague, c'était que ça se diffusait en même temps que le WC et que pendant certains moments, il y avait plus de viewers pour les Calling All Heroes que pour le WC Overwatch. Sachant que le Calling All Heroes, c'est uniquement Amérique du Nord et c'est sur du coup des time zones Amérique du Nord. Et qui avait fait que certaines équipes, Timeless et Real, avaient réussi à faire des bons résultats dans le circuit nord-américain, du coup mixte. Je crois qu'ils avaient fait un top 6 de mémoire sur le stage 3, si je me trompe pas. Euh, donc on a quand même des scènes qui montrent une certaine réussite. C'est-à-dire que sur Overwatch, on a une poussée depuis un certain temps sur la scène féminine qui fonctionne plutôt bien. Et puis après, on peut chercher sur les jeux individuels où pour le coup, il n'y a pas d'histoire de scène féminine, enfin quasiment pas. Donc on a de plus en plus de joueuses qui se poussent parce que, mine de rien, quand on est en LAN, les gens sont moins des connards et ça permet, sauf sur Smash Bros en France, mais ça c'est un autre sujet. Et ça permet d'avoir un peu plus de profils, on va dire, différents que juste des mecs, quoi, globalement. De toute façon, alors question, je sais pas si t'as trop regardé ce que fait Mobile Legends du coup, mais est-ce que c'est pas la scène la plus développée justement pour les femmes à l'heure actuelle? C'était la seule compétition 100% féminine à l'EWC d'ailleurs, aussi. Bah, je me rends pas trop compte, moi, de la taille qu'a Mobile Legends, mais j'ai l'impression qu'au niveau des stats, c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que vu que du coup, c'est complètement asiatique, moi, enfin, pas complètement. Il y a. Si, je crois. En fait, je suis même pas sûr qu'il y ait Bon, de roster européen. c'est très globalement asiatique, quoi. C'est des ligues là-bas, Indonésie, Thaïlande, etc. Ouais, Globalement. voilà. Donc, Mais oui, mais ouais, c'est un c'est jeu qui vrai que ça a l'air fonctionne. d'être gros. Ça a l'air d'être gros pour le coup. Mais en soi, comment dire, les scènes féminines qui sont assez grosses, on en a déjà eu il y a longtemps. C'est-à-dire que sur CS, on avait des finales de Ouais, c'est ce que ESWC j'allais qui dire. étaient assez grosses au milieu des années 2000 et début 2010. Alors quand le SWC est parti, ça a un peu cassé le truc, mais fut un temps, notamment les finales de SWC étaient en LAN à la PGW. Alors maintenant, la PGW, ils ont dit, bon, les femmes, vous êtes bien gentilles, mais on vous recase à la soirée presse et vous allez vous taire. Euh, c'est un peu Ouais, ça, hein. C'est-à-dire que le PGW, ils ont leur petit quota tournoi féminin avec la finale de la CDE, mais ils la foutent à la soirée presse. Alors cette année, il y avait des places ouvertes, encore heureux, mais L'an dernier aussi, hein. ouais, L'an dernier aussi, il y avait du public et tout. on part grand monde, hein, c'est beaucoup plus difficile d'y aller que cette année.
Et donc voilà, c'est vraiment histoire de, on les met sur une soirée, mais comment dire, le flip and spin, Trackmania et la coupe de France, ça paye mieux, quoi. Donc dégager un peu. Donc il y a eu, en fait, pour moi, il y a eu une régression sur l'intérêt global des scènes féminines récemment. Et les Game Changers sur Valorant sont eu un pas dans l'autre direction. Mais globalement, sur CS, on a eu une certaine régression, même si la scène est là et est sponsorisée par ESL, elle tient difficilement. Il y avait les finales il y a pas longtemps et on voit que enfin, c'est les Javins qui gagnent, c'est pas les Javins, les Valkyries qui gagnent, les Père Valkyries qui gagnent tout depuis 2022. Et on voit que la scène se renouvelle pas beaucoup en termes de joueuses. Et puis, et ce qui gagnait avant, c'était déjà les américaines avec FlyQuest, donc c'était pas non plus. C'était globalement la même ambiance, quoi. Donc, bon. On a en fait, je trouve qu'on a globalement une set feeling qui, selon les e-sports, va dans des directions assez différentes. Et ouais, pour revenir sur les terrains de LoL, bah voilà quoi. La question c'est est-ce qu'il va y avoir des GC ou pas. Et je pense que les GC sont actuellement. C'est un modèle qui est quasiment nécessaire sur le style de jeu comme League of Legends. Et alors, sans engager tes informations ou autres, à quel point tu as de l'optimisme sur le fait que ça puisse se faire en gros? Bah, le fait que G2 décide de pas aller chercher de joueuses françaises, alors qu'ils auraient pu, ils sont pas allés chercher toutes leurs options. C'est-à-dire que s'ils avaient vraiment cherché toutes les joueuses françaises possibles et qu'à la fin ils s'étaient retrouvés avec aucune option parce qu'ils s'étaient fait piquer, en soi c'est ce qui s'est passé avec Chromac qui va chez Vita et typiquement, bah là j'aurais pu me dire bon bah ok, ils veulent pas de joueuses françaises, parce qu'ils peuvent pas en avoir. Mais le fait qu'ils aillent pas en chercher, pour moi, c'est qu'ils ont vraiment la certitude que va y avoir des game changers ou que au moins il y aura un tournoi qui leur permettra de rentabiliser leur équipe féminine hors les tournois français du coup. Moi, c'est un peu ce que je pense. Et parce que même au-delà de ça, G2 ils ont quasiment ils ont mis toutes leurs jeux en tryout. Bon, Calty c'était des faux tryouts, mais globalement ils ont mis toutes leurs jeux en tryout. Et ils étaient même prêts à se séparer de Colombe. Donc pour moi, ils voulaient des joueuses françaises, mais c'était plus en bonus, quoi. C'est-à-dire que là, au final, ils ont pas l'air si insatisfaits que ça, sachant qu'il leur reste un poste actuellement à pourvoir qu'est la top lane. Ils ont... Ouais. Parce que Lizzie est partie chez SK. Et donc là, ils cherchent... Alors, j'ai dit, ils cherchent plus de françaises. Il y a plus de françaises, pour le coup, en top lane. Quasiment plus de françaises. C'est-à-dire la seule option, que ce serait Yukiko. Ou d'aller chercher une rookie complète type Aki Issa ou d'aller rechercher Shubi, mais ça semble assez probable que G2 fasse ça. Mais de fait, G2 se sont fait piquer toutes leurs options françaises. C'est pas faute d'avoir essayé de dépoter Yosnat chez G2, mais ils ont pas réussi. Mais ouais, moi c'est ça qui me donne un peu d'optimisme. Après, c'est vrai qu'il y a des infos contraires qui circulent. Donc, bah, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. C'est-à-dire que globalement, il n'y a pas trop d'autre choix que d'attendre une confirmation officielle ou pas. La date qui est retenue par pas mal de gens, c'est mi-décembre, mais on sait pas tellement si c'est un truc arbitraire ou s'il y a vraiment Real Games qui a dit à quelqu'un vous aurez une info d'ici mi-décembre. Donc voilà. Allez Lucas, c'est le moment de pas ton travail de leak. Allez hop. Bah t'inquiète, hein, c'est ce que je voulais dire. Hein. Ce sera certainement un leak sur Sport en Ça premier, arrive, ça arrive. Après, la scène féminine sur LoL a ces trucs de les informations circulent beaucoup. Donc globalement, quand Sport sont en ligue, tout le monde est au courant 2 semaines avant. Ouais. Bah en vrai, c'est pas que pour la scène Oui. féminine. Hein, enfin, ça dépend. Brian en a parlé récemment d'ailleurs, mais ça dépend. Mais disons que ça arrive souvent que une news qui sort, enfin un leak qui sort sur Chip, en fait, tous les acteurs de la scène sont déjà plus ou moins. Typiquement, Chip, vous avez pas encore sorti le roster Vita. Moi, ça fait 2 semaines que je l'ai, le roster Vita. Hein. C'est Chromac, Yoshia, Char, Nenris et Valuna, quoi. C'est. Oui, ça fait 2 semaines pour là, on n'a pas que le roster Vita. Hein. C'est dans les coaching staff aussi, si tu veux. Genre, j'ai tout le process de recrutement également. Genre, faut vous croyer au bout d'un moment. Enfin. Non, mais oui, bah, nous, on va continuer. On a pas mal d'infos sur la scène de WNB. Je sais plus. Je crois qu'il y a des raisons pour lesquelles on ne leak pas encore. Hein, mais oui, on en a quelques-uns. D'ailleurs, pour revenir rapidement sur G2, elles ont bien galéré globalement dans cette off-season. Elles considèrent des roll swaps sur la top lane tellement c'est la galère. Donc, ouais. leurs options sont limitées. Enfin, quand ça, les try-out des joueuses, ouais, ça considère 13 en top lane. Ouais. qui était la jungleuse de chez Geo.
Donc c'est un peu compliqué le mercato pour G2, apparemment. Ok, bah écoutez, Ah voilà. si jamais vous avez un problème avec ces ligues, n'hésitez pas à contacter Diane directement. Il y a son Twitter évidemment dans la description. Euh, Moi, de toute façon, voilà, au bout d'un moment, c'est pas mon problème. Je suis pas là pour ça. Il se désengage. En vrai, c'est très intéressant. Ouais, en tous les cas, c'était très cool la discussion. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose encore, Lucas, là-dessus. Non, bah, juste qu'on va sortir les leaks roster avant le podcast, comme ça. Je me ferai pas taper sur la gueule. Bah, c'est pas de ta faute, moi, c'est mes infos, hein. J'ai le droit d'avoir mes Je infos. sais. Ouais, Mais Exactement. non, moi, si je veux ajouter un truc, c'est que je pense que le fait que Solari continue son équipe, c'est en grande partie dû à une certaine demande des fans Solari. C'est-à-dire que même, enfin, pour être un peu dans, on dire, dans les ultras Solari, enfin, moi-même je suis pas, mais je connais beaucoup de gens qui y sont sur le serveur Discord. Il y a quand même beaucoup de gens qui, quand ils voyaient que les premiers leaks tombaient, que Solari avait perdu Rim et qu'il n'était pas tellement dans le mercato, des gens qui disaient on va quand même pas abandonner le roster féminin, enfin l'académie en tout cas. Il y avait pas mal de gens qui voulaient pas que ça parte. Chez Vita, il y a aussi un certain attachement au roster féminin. Et on voit par exemple, on dire Vicky, l'ancienne ADC du coup, selon mes sources de l'équipe, qui a refait des posts LFT il y a pas longtemps, et beaucoup de fans Vita qui on dire, répondent en disant que bah, ils sont tristes qu'elle parte et que on dire, ils étaient attachés à elle et à l'équipe autour d'elle. Donc je pense qu'il y a un truc, une sorte d'appel un peu qu'on peut faire, c'est que bah, mine de rien, les fans peuvent faire une vraie différence sur ça. Et que certes, je pense qu'il y a des fans de certaines structures, ça je pense que typiquement les fans de G2 ont. Enfin, j'ai pas réussi à avoir le même engouement, mais même si G2 c'est international. Mais pour le coup, en tant que fan d'équipe, vous pouvez réussir à pousser un peu pour que les équipes portent, ou en tout cas gardent leur roster féminin en l'état actuel. Donc voilà, c'était simplement ce que je voulais. C'est-à-dire, les fans ont leur rôle à jouer là-dessus, quoi. Mais la question, c'est pourquoi ça se passe qu'en France, finalement, parce que en fait, c'est la même, pour le coup, c'est la même, comment ça s'appelle? C'est la même, c'est redondant à chaque fois, c'est-à-dire que quelle que soit la scène, quelle que soit la chose, c'est, on va dire, la France qui fait exception, tu vois? D'ailleurs. Peut-être un sujet pour la prochaine fois, qui sait? Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup à vous deux. Et puis voilà, à la prochaine. Salut! Yes, merci à toi. À la prochaine!